En pareil cas, ils n'hésitent pas d'ordinaire à renverser les rapports et à déclarer audacieusement que c'est leur propre tradition qui représente la source commune de toutes celles qui ont pillé. Et s'ils n'arrivent pas à en convaincre tout le monde, du moins se trouve-t-il toujours des naïfs pour les croire sur parole, en nombre suffisant pour que leur situation de chef d'école, à quoi ils tiennent généralement par-dessus tout, ne risque pas d'être sérieusement compromise, d'autant plus qu'ils regardent assez peu à la qualité de leurs disciples, et que conformément à la mentalité moderne, la quantité leur semble bien plus importante, ce qui suffirait d'ailleurs à montrer combien ils sont loin d'avoir même la plus élémentaire notion de ce que sont réellement l'ésotérisme et l'initiation. Nous avons à peine besoin de dire que tout ce que nous décrivons ici ne répond pas seulement à des possibilités plus ou moins hypothétiques, mais bien à des faits réels et dûment constatés. Nous n'en finirons pas si nous devions les citer tous, et ce serait d'ailleurs assez peu utile au fond. Il suffit de quelques exemples caractéristiques. Ainsi, c'est par le procédé syncrétique, dont nous venons de parler, qu'on a vu se constituer une prétendue tradition orientale, celle des théosophistes, n'ayant guère d'oriental qu'une terminologie mal comprise et mal appliquée. Et comme ce monde est toujours divisé contre lui-même, suivant la parole évangélique, les occultistes français, par esprit d'opposition et de concurrence, édifièrent à leur tour une soi-disant tradition occidentale du même genre, dont bien des éléments, notamment ceux qu'ils tirèrent de la Kabbale, peuvent difficilement être dits occidentaux quant à leur origine, sinon quant à la façon spéciale dont ils les interprétèrent. Les premiers présentèrent leur tradition, entre guillemets, comme l'expression même de la sagesse antique. Les seconds, peut-être un peu plus modestes dans leurs prétentions, cherchèrent surtout à faire passer leur syncrétisme pour une synthèse, car il en est peu qui est autant que abusé de ce dernier mot. Si les premiers se montraient ainsi plus ambitieux, c'est peut-être parce qu'en fait il y avait à l'origine de leur mouvement des influences assez énigmatiques et dont eux-mêmes auraient sans doute été bien incapables de déterminer la vraie nature. Pour ce qui est des seconds, ils ne savaient que trop bien qu'il n'y avait rien derrière eux, que leur œuvre n'était véritablement que celle de quelques individualités réduites à leurs propres moyens, et s'il avéra cependant que quelque chose d'autre s'introduisit là aussi, ce ne fut certainement que beaucoup plus tard. Il ne serait pas très difficile de faire à ces deux cas, considérés sous ce rapport, l'application de ce que nous avons dit tout à l'heure, et nous pouvons laisser à chacun le soin d'en tirer par lui-même les conséquences qui lui paraîtront en découler logiquement. Bien entendu, il n'y a jamais rien eu qui se soit appelé authentiquement tradition orientale ou tradition occidentale, de telles dénominations étant manifestement beaucoup trop vagues pour pouvoir s'appliquer à une forme traditionnelle définie, puisque, à moins qu'on ne remonte à la tradition primordiale, qui est ici hors de cause, pour des raisons trop faciles à comprendre, et qui d'ailleurs n'est ni orientale ni occidentale, il y a et il y eut toujours des formes traditionnelles diverses et multiples, tant en Orient qu'en Occident. D'autres ont cru mieux faire et inspirer plus facilement la confiance en s'appropriant le nom même de quelques traditions ayant réellement existé à une époque plus ou moins lointaine et en faisant l'étiquette d'une construction tout aussi hétéroclite que les précédentes, car s'ils utilisent naturellement plus ou moins ce qu'ils peuvent arriver à savoir de cette tradition, sur laquelle ils ont jeté leur dévolu, ils sont bien forcés de compléter ces quelques données toujours très fragmentaires et souvent même en partie hypothétiques, en recourant à d'autres éléments empruntés ailleurs ou même entièrement imaginaires. Dans tous les cas, le moindre examen de toutes ces productions suffit à faire ressortir l'esprit spécifiquement moderne qui y a présidé et qui se traduit invariablement par la présence de quelques-unes de ces mêmes idées directrices auxquelles nous avons fait allusion plus haut. Il n'y aurait donc pas besoin de pousser les recherches plus loin et de se donner la peine de déterminer exactement et en détail la provenance réelle de tel ou tel élément d'un pareil ensemble, puisque cette seule constatation montre déjà bien assez, et sans laisser place au moindre doute, qu'on ne se trouve en présence de rien d'autre que d'une contrefaçon pure et simple. Un des meilleurs exemples qu'on puisse donner de ce dernier cas, ce sont les nombreuses organisations qui, à l'époque actuelle, s'intitulent
rosicruciennes, et qui, cela va de soi, ne manquent pas d'être en contradiction les unes avec les autres, et même de se combattre plus ou moins ouvertement, tout en se prétendant également représentantes d'une seule et même tradition. En fait, on peut donner entièrement raison à chacune d'elles, sans aucune exception, quand elles dénoncent ses concurrentes comme illégitimes et frauduleuses. Il n'eut assurément jamais autant de gens pour se dire rosicruciens, si ce n'est même Rose-Croix, que depuis qu'il n'en est plus d'authentique. Il est d'ailleurs assez peu dangereux de se faire passer pour la continuation de quelque chose qui appartient entièrement au passé, surtout lorsque les démentis sont d'autant moins à craindre que ce dont il s'agit a toujours été, comme c'est le cas, enveloppé d'une certaine obscurité, si bien que sa fin n'est pas connue plus sûrement que son origine. Et qui donc, parmi le public profane et même parmi les pseudo-initiés, peut savoir ce que fut au juste la tradition, qui pendant une certaine période se qualifia de rosicrucienne? Nous devons ajouter que ces remarques concernant l'usurpation du nom d'une organisation initiatique ne s'appliquent pas à un cas comme celui de la prétendue Grande Loge Blanche, dont, chose assez curieuse, il est de plus en plus souvent question de tous les côtés et non plus seulement chez les théosophistes. Cette dénomination, en effet, n'a jamais eu nulle part le moindre caractère authentiquement traditionnel. Et si ce nom conventionnel peut servir de masque à quelque chose qui est une réalité quelconque, ce n'est certes pas en tout cas du côté initiatique qu'il convient de le chercher. On a souvent critiqué la façon dont certains relèguent les maîtres, entre guillemets, dont ils se recommandent dans quelques régions à peu près inaccessibles de l'Asie centrale ou d'ailleurs. C'est là en effet un moyen assez facile de rendre leur assertion invérifiable. Mais ce n'est pas le seul, et l'éloignement dans le temps peut aussi à cet égard jouer un rôle exactement comparable à celui de l'éloignement dans l'espace. Aussi, d'autres n'hésitent-ils pas à prétendre se rattacher à quelques traditions entièrement disparues et éteintes depuis des siècles, voire même depuis des milliers d'années. Il est vrai que, à moins qu'il n'ose aller jusqu'à affirmer que cette tradition s'est perpétuée pendant tout ce temps d'une façon si secrète et si bien cachée que nul autre qu'eux n'en peut découvrir la moindre trace, cela les prive de l'avantage appréciable de revendiquer une filiation directe et continue qui n'aurait même plus ici l'apparence de vraisemblance qu'elle peut avoir encore lorsqu'il s'agit d'une forme somme toute récente comme l'est la tradition rosicrucienne. Mais ce défaut paraît n'avoir qu'assez peu d'importance à leurs yeux, car ils sont tellement ignorants des véritables conditions de l'initiation qu'ils s'imaginent volontiers qu'un simple rattachement idéal, sans aucune transmission régulière, peut tenir lieu d'un rattachement effectif. Il est d'ailleurs bien clair qu'une tradition se prêtera d'autant mieux à toutes les reconstitutions fantaisistes qu'elle est plus complètement perdue et oubliée, et qu'on sait moins à quoi s'en tenir sur la signification réelle des vestiges qui en subsistent, et auxquels on pourra ainsi faire dire à peu près tout ce qu'on voudra. Chacun n'y mettra naturellement que ce qui sera conforme à ses propres idées. Sans doute n'y a-t-il pas d'autre raison que celle-là à chercher pour rendre compte du fait que la tradition égyptienne est tout particulièrement exploitée sous ce rapport et que tant de pseudo-initiés d'écoles très diverses lui témoignent une prédilection qui ne se comprendrait guère autrement. Nous devons préciser, pour éviter toute fausse application de ce que nous disons ici, que ces observations ne concernent aucunement les références à l'Égypte ou autre chose du même genre, qui peuvent parfois se rencontrer aussi dans certaines organisations initiatiques, mais qui ont uniquement un caractère de légende symbolique, sans aucune prétention à se prévaloir en fait de semblables origines. Nous ne visons que ce qui se donne pour une restauration, valable comme telle, d'une tradition ou d'une initiation qui n'existe plus. Restauration qui d'ailleurs, même dans l'hypothèse impossible où elle serait en tout point exacte et complète, n'aurait encore d'autre intérêt en elle-même que celui d'une simple curiosité archéologique. Nous arrêtons là ces considérations déjà longues et qui suffisent amplement pour faire comprendre ce que sont, d'une façon générale, toutes ces contrefaçons pseudo-initiatiques de l'idée traditionnelle qui sont encore si caractéristiques de notre époque.
Un mélange plus ou moins cohérent, plutôt moins que plus, d'éléments en partie empruntés et en partie inventés, le tout étant dominé par les conceptions antitraditionnelles qui sont le propre de l'esprit moderne et ne pouvant par conséquent servir en définitive qu'à répandre encore davantage ces conceptions en les faisant passer auprès de certains pour traditionnels, sans parler de la tromperie manifeste qui consiste à donner pour initiation ce qui n'a en réalité qu'un caractère purement profane, pour ne pas dire profanateur. Si l'on faisait remarquer après cela comme une sorte de circonstance atteignante qu'il y a presque toujours là-dedans, malgré tout, quelques éléments dont la provenance est réellement traditionnelle, nous répondrons ceci. Toute imitation, pour se faire accepter, doit naturellement prendre au moins quelques-uns des traits de ce qu'elle simule. Mais c'est bien là ce qui en augmente encore le danger. Le mensonge le plus habile et aussi le plus funeste, n'est-il pas précisément celui qui mélange de façon inextricable le vrai avec le faux, s'efforçant ainsi de faire servir celui-là au triomphe de celui-ci ?